Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous en ce mercredi 29 juin. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h sur Alizé Télévision. Voici quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Dans un communiqué adressé aux médias, la Générale des Eaux dénonce les factures d'eau impayées en Guadeloupe. Pour la multinationale, c'est devenu le sport préféré des Guadeloupéens. La mort du percussionniste Charlie Chomro-Lamotte, la Guadeloupe perd l'un de ses meilleurs musiciens. Dans cette édition, ses amis lui rendent hommage. Jusqu'à samedi, c'est la fête du fruit à pain au Lamentin. L'un des aliments de base des Guadeloupéens reçoit les honneurs qu'il mérite. Le journal, Ronnie Nabal. Et dans ce journal, nous irons également à Bergevin où la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre est en marche, mais certains professionnels de la zone artisanale de Bergevin ont l'impression d'être laissés de côté. Pas d'invité dans notre journal, mais Jacques Damprobe nous a rejoint pour évoquer un communiqué transmis à la presse par la Générale des Eaux en Guadeloupe, Générale des Eaux de Guadeloupe, un communiqué dont les termes peuvent choquer, Jacques. En quelques mots, il y est dit que beaucoup de Guadeloupéens ne paient pas leurs factures d'eau et qu'ils sont simplement des fraudeurs. La Générale des Eaux est claire, la loi Brotte votée par le Parlement il y a 3 ans et qui interdit de couper l'eau aux particuliers qui ne règlent pas leurs factures a ouvert les vannes aux mauvais payeurs. Pour la multinationale, même les clients qui peuvent payer ne le font pas. Au total, un tiers des abonnés seraient en fraude. Par conséquent, la direction de l'entreprise se croit autorisée à dire que la fraude sur les factures d'eau devient le sport préféré des Guadeloupéens, ni plus ni moins. Et pour justifier sa charge, elle insiste sur le faible prix de l'eau en Guadeloupe qui n'aurait pas augmenté depuis 8 ans, oubliant un peu vite qu'elle est restée un certain temps elle-même sans adresser des factures à un bon nombre d'abonnés. Et l'entreprise de gestion de l'eau et de l'assainissement ne cible pas que les particuliers dans son communiqué, Jacques. Puisque les commerces, les professions libérales et les collectivités sont aussi montrés du doigt. On sait par exemple que certains hôtels de la place n'honorent pas leurs factures d'eau. En conséquence, la tête apparemment sous l'eau, la Générale des Eaux annonce qu'il lui est impossible d'investir pour réparer les canalisations et éviter ainsi coupures et tours d'eau. Des interventions que n'a pourtant pratiquement jamais réalisées l'entreprise en 60 ans de présence en Guadeloupe, alors que les abonnés en payaient le prix fort. Les larmes aujourd'hui versées par la Générale des Eaux rappellent l'histoire de l'arroseur arrosé au pays des belles eaux. Merci beaucoup Jacques, nous ne manquerons pas de revenir sur ce communiqué de presse de la Générale des Eaux qui présente les Guadeloupéens comme de mauvais payeurs qui ont fait de la fraude sur les factures d'eau leur sport préféré. Un communiqué qui n'a pas manqué de faire réagir Germain Parent, le porte-parole du comité de l'eau de Guadeloupe. Il est au micro de Jacques Damprobe. Le Conseil constitutionnel bat les usagers raison à ça parce que si on ne monte pas ni de l'eau en robinet tout au long de l'année, il ne peut pas payer l'air. Deuxième raison à ça, il faut que certains savent qu'il faut relever de compteur pour payer facture en monde. Or, ce n'est pas le cas. Le plus souvent, c'est des factures estimées et que la loi compte ça. Donc, les Guadeloupéens savent et ils connaissent ce là, ils ont lu la loi là, ils ont dit que si ils n'ont pas un compteur relevé dans les bonnes et due forme et qu'il y a de l'eau en robinet, ils ne peuvent pas payer une facture qui est anormale. Et si monsieur certains qui a senti que ça n'est pas normal, ça les Guadeloupéens qui ont fait ce là, qui ont dit qu'il faut laisser la Guadeloupe. Alors, ils savent ni deux choses. Ou bien, ils ont mis compteur à tout le monde en Guadeloupe à dans mise en conformité totale pour que tout le monde ait un compteur qui fonctionne bien et pour ne pas avoir facture estimée, pour ne pas avoir facture la loi et pour que vous faire payer ça mon a passé en les compteurs et liquide vital là qui doit être recevoir à dans robinet là, mais en eau de bonne qualité, en eau qu'on peut boire. Mais pour l'instant, l'eau est de très mauvaise qualité et pendant toute l'année là, c'est des tournants d'origine et nous pas ni de l'eau, donc nous pas ni rien à payer aujourd'hui là. Le percussionniste guadeloupéen Charlie Chomro-Lamotte est décédé ce mardi à l'âge de 72 ans. Le musicien a joué sur de nombreuses scènes et accompagné de nombreux musiciens. Certains de ceux qui l'ont côtoyé nous parlent de ce musicien talentueux. Reportage Muriel Barlagne.
Charlie Chomreau-Lamotte fait partie des nombreux musiciens que le guitariste Gilbert Coco a croisés tout au long de sa carrière. De ces musiciens qui l'ont marqué, de là à façonner sa personnalité musicale, comme il le dit lui-même. Il ne pouvait qu'en parler dans son livre autobiographique, Itinéraire d'un musicien guadeloupéen, paru aux éditions Nestor en 2013. Ce recueil de témoignages et d'anecdotes mentionne le percussionniste à plusieurs reprises. Manière de rendre hommage à un génie de la scène musicale antillaise et internationale, pas assez connu et reconnu selon Gilbert Coco. Il ne se limitait pas à être un joueur de conga. Pour moi, c'était le percussionniste parce que il pouvait exploiter n'importe quel élément sonore et l'intégrer dans son éventail de percussion et puis en tirer des sons. Charlie Chomreau-Lamotte cultivait une véritable passion pour les percussions, quelles qu'elles soient. Il en avait étudié les moindres contours de par le monde à l'occasion de ses nombreux voyages. Gabriel Moustache, lui aussi percussionniste, l'a connu en 1964. Ensemble, ils ont multiplié les expériences, notamment au sein de la formation Guadeloupe Percussion, montée en 1978. C'est l'occasion de créer un son nouveau, mêlant sonorité latine au guoka, le genre d'expérimentation cher à Charlie Chomreau-Lamotte. Il s'était intéressé à toutes les formes de percussion. Tant et si bien qu'un jour, il m'a proposé de faire des percussions sans instrument à peau. Alors là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment on va faire? Il m'a dit, t'inquiète pas, tu vas voir. Et il adorait aussi des instruments, des instruments qu'on appelle à peau, des A2P-EAUX. Ce sont des instruments de bruitage, des cloches, et on a eu l'occasion de se produire une fois pour la télévision en utilisant uniquement ces instruments. Il n'y avait aucun instrument à peau. C'est pour vous dire que comment il allait loin au niveau percussion. Tout était percussion pour lui. Voilà. On pouvait tout utiliser et faire de la percussion avec n'importe quoi. Voilà. C'était pas simplement avec le tambour, quoi. Ce profil de créatif, Philippe Sadikale a aussi pu l'observer. Le saxophoniste a collaboré avec Charlie Chomreau-Lamotte au sein du groupe Soft à partir de 2007. C'est l'une des collaborations les plus récentes du percussionniste qui a participé à l'enregistrement de 2 des albums du groupe, une présence enrichissante. Charlie était quelqu'un d'absolument généreux, un grand cœur, très drôle, beaucoup d'humour, pince sans rire, et aussi un puits de connaissances sur la musique, sur l'émergence des musiques, notamment tout ce qui s'est passé sur Pointe-à-Pitre, le foisonnement culturel qui a eu lieu à Pointe-à-Pitre et toutes les musiques qui sont apparues, comme le Saint-Jean notamment et d'autres musiques. Et voilà, c'était quelqu'un qui nous a beaucoup apporté sur nos 2 albums, et de même que sur les tournées internationales également, puisqu'il est parti avec nous à plusieurs reprises. Et c'était quelqu'un vraiment, pour moi, qui m'a vraiment beaucoup apporté musicalement et humainement. Ces derniers temps, le musicien s'était mis en retrait à cause de la maladie. Il est décédé ce mardi lors d'un voyage en métropole. Avec ce départ, la Guadeloupe a perdu un géant de la musique. Réunis ce matin pour la 2e journée de la réunion plénière du Conseil régional de Guadeloupe, les élus présents ont voté à l'unanimité les nouveaux tarifs de l'octroi de mer qui seront appliqués à compter du 1er août prochain. Les nouveaux tarifs qui vont entrer en vigueur doivent permettre d'assurer des recettes fiscales suffisantes aux communes et de garantir le pouvoir d'achat des ménages. Pour rappel, cette taxe applicable à la plupart des produits importés sert aussi à protéger la production locale. Économie toujours, la date de l'arrêt de la campagne sucrière en Guadeloupe a été fixée au 9 juillet prochain. Une décision prise ce matin au cours de la réunion du comité de liaison de la filière qui s'est déroulée au centre technique des Abîmes. Une bonne partie de la ville de Pointe-à-Pitre est en chantier dans le cadre d'une vaste opération de rénovation urbaine qui doit permettre de donner un nouveau visage à la ville-centre d'ici 2021. Après la démolition des bâtiments de Henri IV, c'est le quartier voisin de Bergevin qui fait l'objet d'une opération de réhabilitation. Après avoir connu une première opération de rénovation, Bergevin est de nouveau en chantier. Reportage Éric Pommier. Bergevin,
Situé sur l'un des axes forts de Pointe-à-Pitre, c'est tout un quartier qui est en plein chantier qui s'inscrit dans le cadre de la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre. C'est l'engagement de la ville, dont l'action est également de redynamiser la quasi-totalité du territoire. L'ambition est de permettre à la ville et au quartier de Bergevin, entre autres, de s'épanouir dans la diversité de ses expressions, ainsi conférer un niveau de confort aux différents habitants du quartier. La zone, elle relève de la première rénovation urbaine lorsque, indépendamment du fait qu'on ait déplacé les cases, reconstitué de l'habitat moderne autour d'Henri IV, de Chanzy, de Bergevin, mais qu'on ait également des espaces de vie économique, d'où la zone artisanale qui est autour de moi et qui est une zone artisanale qui a été très importante pendant un temps pour une catégorie justement d'artisans et de travailleurs qui n'avaient pas les moyens d'avoir de gros investissements, mais qui permettaient d'avoir dans cet espace une zone où travailler. On voit beaucoup de garages, on voit beaucoup d'imprimeries et autour de cela, des équipements culturels. C'est à partir des années 80 que la ville de Pointe-à-Pitre a entamé sa programmation d'aménagement de son territoire. Une série d'actions a ainsi été projetée autour de 3 grandes orientations: l'amélioration de l'habitat, celui du cadre de vie, l'amélioration du fonctionnement des quartiers, avec également au cahier des charges les problèmes liés aux déplacements urbains. L'idée a toujours été, dans les rénovations urbaines successives portées par la municipalité de Pointe-à-Pitre, c'est de construire de la ville, c'est-à-dire pas simplement des endroits où dormir, des endroits où travailler, mais des endroits où vivre et où les fonctions sont mutualisées. Ce chantier de rénovation intègre par ailleurs des enjeux primordiaux tels que la diminution des activités commerciales et de services, la fuite de la population vers les quartiers périurbains et bien sûr les aspirations qualitatives des habitants. Et cette zone artisanale de Bergevin, dont parlait le maire à l'instant, est-elle en train de mourir ? Non loin des nouveaux bâtiments en construction, des professionnels de la mécanique, de la restauration et d'autres secteurs encore continuent d'exercer leur activité. Même s'ils se sentent parfois laissés pour compte, certains des professionnels de la zone artisanale de Bergevin continuent de croire en un regain d'attractivité de la zone. Reportage. Il n'y a pas de passage et les commerçants sont en train de souffrir énormément. Parce que vous avez le bâtiment qu'ils ont détruit là-bas. C'était une route qui entrait sur le chemin du cimetière. C'est-à-dire près de la rue Frébeau, on descendait à la rue Frébeau, on tournait pour venir jusqu'ici. Mario Lafage est en colère et se plaint des travaux qui n'ont que trop duré. Les conséquences sont lourdes, non seulement pour son activité, mais également pour la zone artisanale de Bergevin. Ce gérant est à la tête d'une institution vieille de 40 ans, les célèbres Glaces Lafage, institution qui a connu ses heures de gloire dans une zone où il faisait bon y venir. Mais le temps est passé, sans qu'on se soit soucié du sort de cette bonne vieille zone artisanale qui a émergé dans les années 70. La rénovation, ils la voient tous d'un bon œil. En attendant, l'activité tourne au ralenti. Mario Lafage parle d'un chiffre d'affaires qui a fondu comme neige au soleil. Il n'y a pas de passage de voiture. Les gens se plaignent de la route. Il y a beaucoup de poussière. On se défend. On essaie d'arroser, de faire ce qu'il y a à faire, quoi. Bon, là, c'est moi que je suis obligé de couper l'herbe, de nettoyer. Et toute cette zone, elle est morte. Ça fait combien de temps que ça dure, monsieur Lafage ? Ça va faire 2 ans que ça dure tout à l'heure. 2 ans. Donc, moi, personnellement, j'ai déjà pris le maire. Je vais écrire à nouveau. Et enfin, j'attends, quoi. On attend. On n'a pas de visite. Les personnes, nous sommes là, nous sommes livrés à nous-mêmes, ici. Vous avez senti une baisse d'activité depuis ? Énormément. Tout le monde. Personne ne dit rien, mais énormément. Tout le monde est en train de souffrir ici. Hein. Cette zone artisanale compte environ une 40aine d'entreprises aux activités diverses. Environ 3 d'entre elles ont déjà mis la clé sous la porte. Les raisons sont multiples. Certains ont arrêté l'activité pour partir à la retraite. Hors caméra, certains nous font comprendre que c'est devenu la zone de la désolation, qu'il valait mieux arrêter avant de crouler sous les dettes. Cette gérante d'un garage automobile spécialisé dans la mécanique, installée dans la zone depuis 14 ans, parle de survie. Les clients sont rares. D'autant plus qu'il y a eu des travaux ces derniers temps. Ça a été très difficile pour nous, déjà au niveau du chiffre, qui a énormément baissé. Donc, et puis, c'est une zone aussi qui est très morte, mis à part à l'avant où c'est peut-être un petit peu plus actif, mais à l'arrière, il ne se passe presque rien.
Activité quasi nulle, cet imprimeur est un acteur économique de la zone depuis environ 4 ans. Il confirme que les affaires ont du mal à décoller. Ah oui, c'est relativement pas facile en ce moment puisque la conjoncture actuelle est difficile déjà et en plus de ça, Bergevin est très calme. Donc on se bat comme on peut, mais enfin c'est pas évident. Le discours de ce jeune restaurateur est porteur d'optimisme. Nicolas Caral-Nomertin est l'un des derniers installés dans la dite zone de Bergevin. Ici, les affaires marchent plutôt bien. Par ailleurs, il voit les travaux de rénovation comme un nouveau souffle pour l'activité. Le seul inconvénient qu'il y a eu dans la zone, c'est par rapport aux travaux. Puisque il faut dire que bon, pour que la zone elle soit belle, il faut les travaux. Bon, et après, la plupart des gens n'ont pas envie de passer en zone là aussi, si vous voyez l'aide. Vous comprenez? Là, ils ont essayé de mettre en ordre, ils ont essayé de reloger les gens. Donc du coup, on va penser que le business là est encore mieux. Ce vendeur de pièces tient le même discours. Certes, Bergevin a été oublié pendant des années. Il a connu la période faste dans les années 90 avant le déclin. Une plus forte implication des gérants pour faire face à ce climat de désolation aurait pu faire basculer la balance. Je crois qu'il y a un potentiel, un fort potentiel, et que ça dépend aussi beaucoup des commerçants et des gens, des acteurs locaux. Pour moi, les acteurs locaux ont beaucoup à jouer et c'est eux qui doivent redynamiser cette zone, puisqu'ils la connaissent bien, parce qu'ils ont leur habitude, et je pense que la solution est chez nous. Selon la municipalité, cette zone artisanale est également inscrite dans le schéma de réaménagement de la ville de Pointe-à-Pitre. Quelques gérants ont abdiqué en optant pour la fermeture définitive. Les autres espèrent revoir cette zone renaître de ses cendres, mais le plus tôt possible. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. À Cuba, la chaîne hôtelière Starwood vient d'inaugurer un hôtel à la Havane. Mais avant, direction la Jamaïque, c'est notre rendez-vous Caraïbes. Le ministre du Tourisme de la Jamaïque, Edmund Bartlett, informe qu'il n'y a pas lieu de paniquer concernant la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne et que tous les efforts seront déployés pour sécuriser le marché britannique. Bartlett souligne que la décision des Britanniques de quitter l'Europe a nécessairement une influence sur la Caraïbe anglophone, qui est la région du monde qui dépend le plus du tourisme britannique. C'est le 3e marché émetteur pour la Jamaïque et la chute du cours de la livre sterling risque de défavoriser l'arrivée des visiteurs anglais en Jamaïque qui travaillent beaucoup avec le dollar américain. Le ministre souhaite projeter la destination au-delà de la prochaine saison d'hiver. Pour cela, il se rendra au Royaume-Uni en septembre prochain pour le marché du voyage et organisera une grande tournée dans l'île britannique pour promouvoir la Jamaïque, consolider les partenariats et renforcer le positionnement de la Jamaïque pour assurer la compétitivité de la destination. Edmund Bartlett précise que son équipe est proactive et s'adapte à toutes les situations en prenant les mesures qui conviennent pour rester compétitive. À l'instar de son homologue jamaïcain, le ministre du Tourisme de la Barbade, Richard Seeley, a cherché à apaiser les inquiétudes liées au Brexit. Il a affirmé que le Royaume-Uni est et restera le plus grand marché émetteur de touristes de la Barbade. Le ministre souligne que même si la livre sterling fluctue, il n'y aura pas de conséquences pour les arrivées de touristes anglais sur l'île. Le ministre souligne que même si la livre sterling fluctue, il n'y aura pas de conséquences pour les arrivées de touristes anglais sur l'île, parce que la marque Barbade est extrêmement forte sur le marché anglais. Richard Seeley rappelle que la Barbade diversifie ses sources de marchés émetteurs et que d'autres marchés, notamment les États-Unis et le Canada, sont d'excellents relais en cas de faiblesse du marché britannique. Pour le ministre, la destination Barbade doit continuer à travailler et doit viser à toujours améliorer son offre de produits et services touristiques. Son intervention s'est d'ailleurs tenue lors de la vente du château de Sam Seigneur, un hôtel de 450 chambres devenu propriété de la société américaine Wyndham Hotel & Resorts. La rénovation coûtera environ 200 millions de dollars américains. Il devrait être achevé au cours des 2 prochaines années. La chaîne hôtelière Starwood vient d'inaugurer un hôtel à la Havane, marquant le retour d'une multinationale américaine sur l'île communiste pour la première fois depuis la révolution castriste de 1959. La chaîne américaine, propriétaire entre autres du Méridien, de Westin ou de Sheraton, assurera la gestion du Four Points, établissement de 186 chambres situé dans l'ouest de la Havane et appartenant au groupe touristique Gaviota, administré par les forces armées cubaines. Ce moment marque l'ouverture d'un nouveau chapitre dans l'histoire hôtelière cubaine, a salué Carlos Latuf, président de Gaviota,
propriétaire de plus de 60 hôtels sur l'île. Starwood avait annoncé avoir conclu des accords avec les autorités cubaines portant sur des millions de dollars d'investissement. En plus du Four Points, elle doit prochainement assurer la gestion de l'hôtel Inglaterra, ouvert en 1875 et disposant de 83 chambres en plein cœur de la Havane, qui va rejoindre son portefeuille de propriétés de luxe. Le groupe hôtelier a en outre signé une lettre d'intention avec les autorités cubaines pour un troisième établissement, qui est l'hôtel Santa Isabel, également dans la capitale cubaine. Simon Jean-Joseph est en Guadeloupe pour la présentation d'une formation à l'attention de jeunes conducteurs. L'ancien champion de rallye se propose de former des conducteurs plus aguerris. Ceux qui bénéficieront de cette formation à la conduite pourraient bénéficier de tarifs préférentiels auprès des assureurs de la place. Reportage embarqué avec Johan Charpentier-Titi. Ouais. Donc voilà, là on est dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, hein, on rentre chez nous. La route est un peu mouillée. À l'avant du véhicule, on a des roues qui sont plus usées que les roues arrière, qui sont neuves par exemple, et on roule un peu vite. On est sur une route de campagne, on est habitué à rouler cette route de campagne, on roule chez nous. Et qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi tranquillement, mais hop, la route est un peu... Oh, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, je tourne le volant, on sort de la route. Tout de suite les mauvais réflexes. Si tu veux, on est en situation donc de sous-virage, la voiture tient tout droit et sort de la chaussée. Voici une formation qui pourrait se révéler bien utile pour les conducteurs de tout âge. Avoir l'opportunité de se rendre compte des conséquences que peuvent entraîner des comportements à risque au volant et acquérir une meilleure maîtrise de son véhicule. Un projet qui attire forcément les professionnels de l'assurance. On est toujours trop sûr de soi. À partir du moment où on pense qu'on a une bonne maîtrise d'un véhicule, on roule souvent trop vite. Et en dehors des sujets que j'ai pu évoquer sur le fait qu'on téléphone au volant et qu'on perd l'attention, que quelquefois il y a des gens qui boivent trop, qui prennent de la drogue, et donc tous ces facteurs-là sont des facteurs aggravants. Mais bien entendu, la conduite et une mauvaise conduite provoquent des accidents. Et donc ce concept me paraît être un bon concept en ce sens-là. Pour convaincre les assureurs de l'utilité d'une telle formation, ils ont pris part à un échantillon de ce qui est possible d'effectuer à l'aide des enveloppes EasyDrift, un atelier sous virage et un autre sur virage. L'objectif semble avoir été atteint. La perte de contrôle du véhicule avec des pneus lisses à l'arrière, c'est plus impressionnant parce que la perte de contrôle est plus rapide en fait. On ne se rend pas toujours compte, comme on nous l'a dit en formation, en pré-formation je dirais, on prend beaucoup de vieilles habitudes et les habitudes s'installant, forcément l'inconscience domine. Donc ça peut être bénéfique pour tout un chacun. Oui. À terme, la formation EasyDrift pourrait être labellisée auprès de tous les assureurs partenaires. Les conducteurs qui auront suivi cette formation pourraient par exemple bénéficier de réductions tarifaires au niveau de leur contrat d'assurance. En effet, c'est un véritable centre de formation pour Monsieur Tout-le-Monde que souhaite développer EasyDrift. Le but du jeu est ensuite de mettre en place une formation à destination de tout un chacun, de Monsieur Tout-le-Monde, des nouveaux permis comme des conducteurs aguerris, juste pour leur permettre de se rendre compte de ce qui se passe quand on est au-delà des limites de son véhicule, quand on ne respecte pas les normes de vitesse, quand on dépasse le potentiel de son pneu, quand voilà. Tout un tas de phénomènes physiques qu'on ne peut rencontrer en temps normal qu'à très haute vitesse sur des circuits dédiés ou avec des infrastructures extrêmement coûteuses. Avec en formateur de luxe, Simon Jean-Joseph, champion de France et d'Europe des rallyes. Ce que je souhaite, c'est pouvoir apporter ma pierre à l'édifice par l'expérience que j'ai en sport automobile et en tant qu'expert à la conduite. Donc je veux simplement apporter cette expérience par le biais du système EasyDrift, qui est une enveloppe polymère qui permet de dégrader l'adhérence sur les roues avant ou arrière et qui permet de mettre les gens en situation tant sur du sous-virage, c'est-à-dire une voiture qui glisse de l'arrière, que sur du sous-virage de l'avant et sur-virage de l'arrière. Voilà. Pour l'heure, tout est encore au stade de projet, mais les assureurs semblent conquis et le centre de formation voulu par EasyDrift est en bonne voie. Easy. Un reportage qui nous emmène à parler de ce nouvel accident mortel survenu hier soir à Saint-François. Une sortie de route qui a causé la mort de deux jeunes occupants de 19 ans d'un véhicule de tourisme. La voiture est allée s'encastrer dans un poteau électrique. Depuis le début de l'année, 34 personnes ont été tuées sur les routes de Guadeloupe.
C'est Grégory Hérin du VCG, le vélo club de Grand Case, qui l'emporte dans la première étape du Tour cycliste de Marie-Galante qui s'est couru cet après-midi. Jocelyn Lampérière du club Féroce du Robert en Martinique termine à la 2e place devant Olivier Curier de l'Excelsior de Bémao. Demain, c'est Grégory Hérin qui partira en jaune. Jusqu'à samedi, le fouille à pain est à la fête dans la commune de Lamentin, la 2e édition d'une manifestation entièrement consacrée à ce fouille qui jadis pouvait être dans les assiettes au quotidien en saison. Au fil des années, le foubap n'a plus la cote et beaucoup de Guadeloupéens le boudent désormais. Ces journées consacrées au fouille à pain sont placées sous la présidence de l'ethnobotaniste Lucien Degras, spécialiste du jardin créole. Outre l'aspect alimentaire et patrimonial du fouille, il sera également question de sa production, de sa commercialisation, mais aussi de ses éventuels bienfaits pour la santé. Une exposition en 3D est même consacrée au fouille à pain. Reportage Cécile Allègre. Des arbres de 30 à 40 mètres? Un fruit pouvant nourrir une famille entière pendant plusieurs jours? Oui, il s'agit bien du fameux fruit à pain. Malgré son déclin depuis plusieurs années, il reste un fruit qui a marqué l'alimentation, mais surtout la vie de plusieurs générations. Le fouille à pain nous a servi de ballon de football. Puisque lorsqu'on prenait un jeune fouille à pain, on le meurtrissait bien et puis nous jouions au football avec. Et puis les enfants aussi, on attachait le pédoncule, ce que nous appelons couramment boca fouille à pain, qu'on a fouille à pain. Et ça nous servait aussi de jouer comme c'est un bœuf que nous traînions derrière nous. Il y avait donc non seulement pour la nutrition, mais aussi toute une série de choses qui marquaient la vie des petits-enfants de Capesterre et d'ailleurs. Mais le fruit à pain, comme on l'appelle, regroupe de très nombreuses variétés. S'il est souvent considéré comme très local, il est en fait le résultat d'une importation. C'est un fruit à pain qui vient de loin, géographiquement parlant, puisque c'est du Pacifique qu'il vient. Et il a été transporté dans la Caraïbe pour nourrir les esclaves. Il y a quand même une palette un peu de sous-variétés, de cultivars, comme on dit, de l'arbre à pain. Vous avez l'arbre à pain frisé, par exemple, que l'on trouve de plus en plus rarement en Guadeloupe, qui donne de petits fruits bien ronds, bien réguliers, point de vue forme. Vous avez le fruit à pain blanc, le fruit à pain commun. En cuisine, chacun a sa recette. Les différentes façons de le préparer permettent d'ailleurs de remettre au goût du jour un aliment souvent délaissé. La cuisson au gros sel est la plus connue et a marqué toute une génération. Dans les années 40, certains l'ont consommé de manière excessive, ce qui a joué négativement sur l'image de celui-ci. Il y a mille et une manières. Il y a la cuisson classique, ce que nous appelons à gros sel, mais il y a la soupe à fouille à pain, le soufflé à fouille à pain. Et ma belle-mère, qui était cuisinière à la cantine, était partie en stage et on leur avait appris aussi à faire des frites à fouille à pain, beignets de fouille à pain, toute espèce de choses comme ça. Et aussi en dessert, en tarte, il y a une cuisine sucrée du fruit à pain, une cuisine salée, il y a de la diversité. Alors, pour une utilisation alimentaire ou pour jouer au foot, la consommation du fruit à pain semble pourtant toujours inscrite dans les mœurs. Et je vous rappelle que cette fête du fruit à pain se poursuit jusqu'à samedi dans la commune de Lamentin. Un point sur la météo pour ce soir et demain. Ce soir, les nuages menaçants risquent encore d'être présents sur les communes du centre de la Guadeloupe. Demain, ces nuages vont se déplacer, vont laisser place au soleil dans le centre pour se concentrer en Côte-sous-le-Vent, dans le nord et le sud-est de la Grande Terre. Mauvaise nouvelle par contre côté qualité de l'air. L'indice Atmo est passé à 6 cet après-midi et risque d'être de 7 demain, selon Guader. Dans un instant, la Minute Sport d'Éric Pommier consacrée au champion de rallye Simon Jean-Joseph, suivi des informations nationales et internationales. Votre téléfilm du soir est intitulé « Régime fatal ». Passez une excellente soirée sur Alizé Guadeloupe. Demain, c'est Jean-Luc Icard que vous retrouverez aux commandes des 2 éditions des journaux d'Alizé Télévision. Bonne soirée.